Chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi M. Yann-Gaël Amghar et M. Emmanuel Delachéry, directeur de l'URSSAF Caisse nationale et directeur de la réglementation du recouvrement et du contrôle. Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international de journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017, cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour s'implanter en France, comme dans de nombreux pays, avec des véhicules de transport avec chauffeur VTC venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier réservé jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation, en France, ainsi que les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Votre audition s'inscrit davantage dans cette seconde optique, compte tenu de l'émergence de nouvelles formes de travail impulsées par l'émergence de plateformes d'emploi, notamment entre le travail indépendant et le salariat, comme le montre l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, et les discussions en cours au niveau européen sur le projet de directive relative à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes d'emploi. Nous souhaiterions donc recueillir votre analyse en tant que directeur de l'administration chargé du recouvrement des cotisations salariales et patronales sur les conséquences économiques et sociales de ces nouvelles formes d'emploi par les plateformes numériques, principalement fondées sur l'auto-entrepreneuriat et non pas le salariat. Je crois savoir que la réglementation impose depuis 2019 aux plateformes de vous communiquer les revenus de leurs travailleurs, ce que vous pouvez mettre en regard avec les montants déclarés par ces derniers. Ce sera très intéressant de pouvoir en parler. J'ai noté que l'URSSAF évalue le montant de la fraude aux cotisations salariales et patronales en France dans une fourchette de 4,7 à 6 milliards d'euros en France en 2020. Sur cet ensemble, est-ce que l'URSSAF est en mesure d'évaluer la part que pourrait représenter la fraude dans le secteur des plateformes numériques ? À cet égard, nous avons notamment été alertés par le fait que de nombreux travailleurs sans papier, non déclarés, ont pu louer des comptes pour exercer une activité de livreur notamment, et n'auraient donc pas été amenés à déclarer leurs revenus le cas échéant. Est-ce que vous pouvez nous indiquer le nombre d'enquêtes qui ont été diligentées par l'URSSAF à l'égard des plateformes ou de leurs travailleurs depuis 10 ans ? Estimez-vous que vous avez les outils, les moyens humains de réaliser ces enquêtes et quels en sont les résultats ? À titre d'exemple, nous avons relevé par exemple qu'une enquête avait été diligentée contre Uber en 2015, conduisant à lui infliger une sanction de 5 millions d'euros, qui a finalement été annulée par le juge pour vice de forme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans cet épisode précis, s'il y a eu d'autres enquêtes sur la société Uber depuis ? Nous aurons beaucoup de questions dans ces domaines. Je ne vais pas rallonger mon introduction. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes et répondre à ces premières interrogations, entamer les échanges sous la forme de questions et réponses avec la rapporteure et mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous inviter l'un après l'autre à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Et il faut couper le micro. Je le jure. Merci, je vous laisse la parole, messieurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Alors, effectivement, nous avons pour mission la gestion des cotisations sociales des salariés, mais aussi des travailleurs indépendants, des micro-entrepreneurs. Nous avons, par ailleurs, effectivement, pour mission la lutte contre le travail dissimulé, c'est-à-dire à la fois la dissimulation totale ou partielle d'activités salariées, mais aussi la dissimulation totale ou partielle d'activités indépendantes. Au sein de cet ensemble que représente le travail dissimulé figure également ce qu'on appelle la fausse sous-traitance, c'est-à-dire l'exercice d'un statut de travailleur indépendant, une activité qui doit être considérée comme relevant du salariat. Inversement, je précise que nos missions de contrôle ne couvrent pas toute la lutte contre le travail illégal et que notamment l'emploi d'étrangers sans titre ne fait pas partie des infractions que nous pouvons détecter, poursuivre, à la différence de l'inspection du travail. Et c'est une première réponse que je peux apporter à une question que vous avez posée, Monsieur le Président, c'est que concernant la situation d'étrangers sans titre qui auraient exercé une activité à travers éventuellement des comptes
détenus, enfin des comptes de livreurs ou autres, ou de VTC détenus par d'autres personnes qui, elles, exercent régulièrement. Alors d'une part, nous n'avons pas les moyens juridiques de poursuivre ces infractions, et par ailleurs, nous n'avons pas forcément les moyens de le constater, puisque par définition, les données que nous verrons, ce sont les données des plateformes qui ne permettent pas forcément de voir ces infractions. Alors, cette activité de contrôle, donc, nous l'exerçons dans les URSSAF régionales avec principalement des inspecteurs spécialisés dans la lutte contre le travail illégal, mais aussi avec l'appui d'inspecteurs qui réalisent d'autres missions de contrôle comptable d'assiette, et aussi l'appui de contrôleurs, donc c'est-à-dire de personnes de contrôle, mais qui ne font pas d'investigation sur place, qui font des investigations sur pièce. Il est important de mentionner que les actions de lutte contre le travail illégal ont toujours à la fois un volet civil, c'est-à-dire le redressement à l'encontre de l'entreprise qui vise à lui demander les cotisations sociales dues et éventuellement des majorations prévues en cas de travail dissimulé, et aussi un volet pénal, puisque le travail dissimulé est constitutif d'une infraction pénale et donc donne lieu à un procès-verbal transmis au parquet, avec après opportunité de suite par le parquet. Je mentionne également que ces actions de lutte dissimulée ont une dimension très fortement partenariale, c'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel nous travaillons fortement, bien entendu, avec les parquets, avec l'inspection du travail, et aussi avec l'Office central de lutte contre le travail illégal. Alors, concernant l'économie des plateformes, finalement, on a deux situations de fraude aux cotisations qui peuvent se présenter. La dissimulation partielle ou totale d'activité indépendante, c'est-à-dire un micro-entrepreneur qui ne va pas se déclarer ou ne va pas déclarer tout son chiffre d'affaires, et de la fausse sous-traitance, c'est-à-dire des personnes qui exercent dans un statut d'auto-entrepreneur ou travailleur indépendant classique, mais dans une situation d'une relation qui relève in fine du salariat. Alors, en amont, je précise que ces risques ne sont pas nés des plateformes, et qu'il s'agit de phénomènes de fraude de cotisation sociale qui existaient bien avant, qui existent en dehors des plateformes, mais auxquels les plateformes ont peut-être pu donner un caractère plus massif en permettant l'exercice d'activités à plus grande échelle. Alors, c'est la question que vous posez, effectivement, sur quelle évaluation réalise-t-on aujourd'hui de cette activité. Alors, comme vous l'avez dit, notre principale source, c'est la transmission, depuis 2019, des données des plateformes, sachant que ces données ont quand même un certain nombre de limites, j'y reviendrai. C'est-à-dire que déjà, les plateformes ne doivent nous transmettre que les données d'activité qui dépassent 3 000 euros annuels de chiffre d'affaires, et lorsque un utilisateur a réalisé au moins 20 transactions dans l'année avec une plateforme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une partie de petites activités qui éventuellement passent en dessous de ce que nous transmettent les plateformes. Alors, nous avons opéré des rapprochements, vous y avez fait allusion, entre ce que les plateformes nous transmettent au titre du chiffre d'affaires d'un certain nombre de personnes et les données dont nous disposons sur les chiffres d'affaires que nous déclarent les micro-entrepreneurs. Alors, ces évaluations, j'insiste sur ce point, sont minimales pour plusieurs raisons. Déjà parce que nous avons fait ces évaluations sur les chiffres d'affaires des personnes que les plateformes identifient comme ayant une activité économique. Toute une série de personnes qui ont une activité sur des plateformes qui sont identifiées comme personnes physiques sans activité économique. Alors, parfois à raison, parce que vous avez, quand on parle de plateforme, en fait, c'est un support technique, mais qui derrière renvoie des activités extrêmement différentes. Bon, il y a des activités effectivement de livraison, de VTC, mais il y a aussi des activités de vente d'occasion entre particuliers. Et une des difficultés aussi d'évaluation sur le sujet, c'est de faire la part entre ce qui relève vraiment d'activité économique et ce qui relève de transactions entre particuliers qui n'ont pas vraiment un caractère économique, surtout ces sites de vente d'occasion sur lesquels il n'y a pas de gain. Or, aujourd'hui, une part importante des transactions gérées sur les plateformes relève de la vente, et au sein de cette vente, on a des choses extrêmement variées entre la vente en ligne et de la vente d'occasion. Et donc, on a une part importante des utilisateurs des plateformes qui sont identifiés par les plateformes comme personnes physiques sans activité économique, sans qu'on soit tout à fait sûr que cette caractérisation soit précise. Deuxième élément, on sait aussi qu'on a des données transmises par certaines plateformes qui sont partielles ou lacunaires.
Et puis, dernier point, quand on fait la comparaison entre les données que nous remettent les plateformes et les chiffres d'affaires que nous déclarent un certain nombre d'entrepreneurs, on ne sait pas au sein de ce que nous déclarent les autres entrepreneurs si tout leur revenu vient de la plateforme ou si éventuellement il peut y avoir d'autres sources de revenus. Ce qui fait que du coup, cette comparaison, encore une fois, j'insiste sur ce point, est vraiment un minorant. Mais donc, sur la base de ce que nous avons évalué. Donc, on a évalué qu'il y a aujourd'hui, au minimum en 2021, sur la base de données 2021, un peu plus d'1,4 milliard de chiffre d'affaires réalisé par des personnes inscrites comme auto-entrepreneurs sur des plateformes. Cela concerne 200 000 micro-entrepreneurs, à 70% dans les secteurs de la livraison et des VTC. Et quand on compare sur ces 200 000 micro-entrepreneurs avec les chiffres d'affaires qu'ils nous déclarent, on constate qu'il y a 800 millions, un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires qui n'est pas déclaré. Donc, ce qui représente comme une part très importante, c'est-à-dire qu'on considère que sur ces 200 000 micro-entrepreneurs, on a plus de 40% du chiffre d'affaires qui n'est pas déclaré par les micro-entrepreneurs, sachant que ce chiffre est encore plus élevé dans certains secteurs, dans le secteur livraison et VTC. Que sur ces 200 000 micro-entrepreneurs qui exercent leur activité, une partie de leur activité sur des plateformes, les 2/3 ne déclarent pas tout leur chiffre d'affaires. Et ces chiffres sont encore plus élevés dans le secteur de la livraison et des VTC. Donc, un peu plus de 800 millions de chiffres d'affaires non déclarés représentent une perte de cotisation évaluée à 140 millions. Là, encore une fois, il s'agit 140 millions, 144 plus précisément. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un minorant pour toutes les raisons qui tiennent notamment aux limites des données qui sont transmises. Point aussi sur lequel j'insiste, dans le cadre de cette hypothèse et de ces chiffrages, on est vraiment dans un chiffrage sur l'activité des micro-entrepreneurs et en supposant qu'ils sont micro-entrepreneurs à bon droit. On n'a pas pu réaliser de chiffrage macro sur la situation de la fausse sous-traitance. Pourquoi ? Parce que la fausse sous-traitance, la requalification en salariat doit être appréciée à partir d'une analyse très précise des conditions concrètes de fonctionnement de la plateforme, de ses relations entre la plateforme et les travailleurs, analyse très concrète qui ne peut se faire que dans le cadre d'un contrôle sur pièce et sur place auprès de la plateforme et auprès des travailleurs concernés. Alors, je vais venir après sur la question des contrôles qu'on réalise, bien entendu, mais je sais que vous avez auditionné le magistrat de la Cour de cassation pour qu'on puisse requalifier. Je pense qu'ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'il faut à chaque fois, ce sont à chaque fois des décisions, des analyses conduites au cas par cas, plateforme par plateforme, voir au sein d'une plateforme les conditions de relation entre la plateforme et les travailleurs pouvant évoluer. On est obligé, je dirais, de reconduire, de refaire cette analyse à chaque situation, pour chaque plateforme, voire pour chaque période contrôlée. Alors, vous avez posé la question effectivement des contrôles que nous réalisons. Donc, nous avons nous réalisons encore actuellement un certain nombre de contrôles, bien entendu, sur les plateformes numériques. Depuis 2015, ce sont 13 contrôles qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation sur les plateformes. Un certain nombre d'entre eux sont réalisés, bien entendu, en partenariat avec l'inspection du travail et ou l'Office central de lutte contre le travail illégal. Alors, il s'agit, dans la plupart des cas, comme de contrôles longs. Je pourrais y revenir, parce que c'est des contrôles qui notamment supposent le recueil d'éléments probants au sein des plateformes, qui supposent notamment des auditions d'un certain nombre de travailleurs des plateformes pour pouvoir apprécier les conditions concrètes de relation entre la plateforme, puisque à chaque fois, vous savez, la lien de subordination, c'est notamment pouvoir établir le triptyque des ordres et des directives, des contrôles et des sanctions. Et donc, à chaque fois, il faut
des auditions qui permettent de recueillir soit des témoignages, soit des éléments d'échange ou des documents produits par les plateformes elles-mêmes pour pouvoir apprécier s'il y a lieu de requalifier. Donc cela explique qu'un certain nombre de ces contrôles sont encore en cours, bien entendu, puisqu'il s'agit d'opérations de contrôle complexes et longues. Alors, vous m'avez interrogé sur le contrôle qui avait été réalisé sur l'entreprise Uber en 2015. Donc, ce contrôle avait été réalisé effectivement en 2015. Il a reposé sur des auditions de chauffeurs ainsi que sur des pièces récupérées auprès de la société. Ces éléments recueillis ont conduit l'URSSAF à requalifier la relation entre la société et les chauffeurs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013. Donc, à requalifier cette relation en salariat. Ça s'est traduit donc par une lettre d'observation adressée à la société en septembre 2015, une mise en demeure en février 2016 pour un montant effectivement de près de 5 millions. L'entreprise a fait un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rendu une décision défavorable pour l'URSSAF fin 2016 pour des motifs formels. Donc, nous avons fait appel de cette décision et la Cour d'appel de Paris a, en avril 2021, annulé la mise en demeure et donc le contrôle, là aussi pour un motif formel que je peux expliciter. C'est-à-dire que la mise en demeure ne comportait pas de manière expresse la mention du délai imparti de 30 jours donné à l'entreprise pour se régulariser, mais se contentait de faire référence à l'article du Code de sécurité sociale qui fixe ce délai. Alors, ce n'est pas une décision isolée et ça traduit, je dirais, une exigence croissante des juges sur le formalisme des opérations de contrôle et sur le formalisme aussi des mises en demeure adressées aux entreprises. Et donc, en l'espèce, le juge a jugé que nous n'avions pas respecté un certain nombre d'obligations formelles. Et donc, cet arrêt, qui, par ailleurs, le motif formel invoqué par la Cour d'appel était aussi repris par la Cour de cassation, je dirais, a clos cette opération de contrôle et ce contentieux. Alors, comme j'ai dit, nous poursuivons des opérations de contrôle sur les plateformes. Alors, vous avez interrogé sur comment on organise l'activité de contrôle au niveau des URSSAF. On a des priorités de contrôle en fonction des risques de fraude, qu'on apprécie principalement à travers, d'une part, des outils de data mining, donc de croisement de données qu'on a développés récemment qui nous permettent d'identifier en région des risques de fraude, et par ailleurs l'identification de secteurs à risque qui régulièrement font l'objet de partage entre la Caisse nationale et le réseau, et donc avec une orientation des actions de contrôle vers ces secteurs à risque. Et donc les plateformes font partie de ces secteurs dits à risque, donc ce qui explique qu'on ait un certain nombre d'actions de contrôle. Je mentionne également le fait que, s'agissant d'un domaine de contrôle et potentiellement de contentieux complexe juridiquement, il fait partie, comme d'autres sujets de contrôle et de contentieux complexes, d'un suivi particulier de la Caisse nationale. C'est-à-dire que nous avons, sur ce sujet, comme par exemple celui de la fraude au détachement, souhaité avoir un suivi au niveau national des opérations de contrôle en cours, un suivi renforcé, afin, d'une part, d'avoir une visibilité sur ces contrôles, s'agissant de contrôles en général de grande ampleur, aussi de pouvoir partager les réflexions, les bonnes pratiques, l'approche, la doctrine même, entre les différentes équipes de contrôle en région. Et nous avons ce suivi qui vise, encore une fois, à appuyer nos équipes régionales sur la sécurisation de leurs opérations de contrôle, car on le sait, on est face à un droit qui est parfois compliqué à appréhender, sur des éléments de preuves qui peuvent parfois être remis en cause devant les juridictions. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les contrôles auxquels on aboutit
soit le moins susceptible d'être remise en cause par le juge. Et donc, ça suppose, au vu de la complexité de cette approche et de cette matière, d'avoir un appui renforcé de nos équipes en région. On ne partage pas ici. Ça ne marche pas si les deux sont allumés. Je voudrais quand même revenir sur cette décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2017 le recours en appel annule du coup le redressement d'Uber de 5 millions d'euros pour vice de forme, vice de procédure. Mais quand l'URSSAF fait appel de cette décision, des juristes disent, et des avocats notamment qu'on a auditionnés ici dans la commission d'enquête, que c'était couru d'avance qu'en cas de vice de forme, votre appel n'allait pas aboutir. Je ne sais plus les termes, excusez-moi, je n'ai pas une formation de juriste. Donc ma question, c'est pourquoi est-ce que c'est une interprétation du droit qui peut diverger entre ces avocats et votre regard sur le dossier? Mais par ailleurs, quoi qu'il en soit, l'URSSAF a-t-elle relancé un contrôle respectant les conditions de forme requises pour pouvoir obtenir le recouvrement des sommes dues par Uber? Parce que si ce sont des sommes de 5 millions d'euros pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, nous sommes aujourd'hui en 2023, 10 ans plus tard, est-ce que vous évaluez la somme que cela représente? On est bien au-delà, je pense, des 144 millions de pertes, parce qu'on doit certainement avoir non seulement les cotisations qu'ils auraient dû payer, mais les pénalités pour, je ne sais pas comment on dit, mais pour, enfin vous me préciserez le terme, mais pour fraude aux cotisations sociales, quoi. Donc je ne comprends pas, et j'ai vraiment besoin d'avoir vos explications, parce qu'on a vraiment le sentiment, en fait, du coup, d'une situation d'impunité. Alors que depuis 2013, au moins, et on sait par la suite qu'il y a eu beaucoup de décisions prises au prud'homme, qu'on a les décisions de la Cour de cassation qui permettraient du coup d'autres opérations de plus grande ampleur, que ce soit vis-à-vis de Uber, mais que ce soit vis-à-vis aussi d'autres plateformes. Vous savez que notre commission d'enquête s'intéresse, les Uber Files, à la question d'Uber et à cette période-là. Enfin, elle s'intéresse aussi à la poursuite de l'ubérisation. Donc comment pouvez-vous expliquer ça, et comprenez-vous que pour certains de nos concitoyens, il y ait un certain manquement en fait, de l'État et de ses institutions à recouvrer ce que Uber, comme d'autres plateformes, doivent à la collectivité, et donc là, notamment aux caisses de notre système de protection sociale. Peut-être un certain nombre d'éléments. Alors, sur l'appel en 2016-2017, M. Delachry pourra le dire mieux que moi, mais on est aussi sur des jurisprudences qui parfois sont très évolutives de la part des juges sur ces questions formelles. Et donc, au moment où on fait l'appel, on a une jurisprudence qui n'est pas encore tout à fait stabilisée, et donc on se dit qu'on a des chances, et qu'en tout cas, ça vaut le coup de tenter notre chance en appel. Sur la question des contrôles qui ont pu avoir lieu depuis, comme je l'ai dit, on a, depuis 2015, lancé 13 opérations de contrôle. 4 sont aujourd'hui ont déjà été devant le juge. Dans les 4 qui ont déjà été devant le juge, il y a cette affaire d'Uber avec le contrôle de 2015. Et cela veut dire qu'on a encore aujourd'hui 9 contrôles en cours et qui ne sont pas encore devant le juge. Alors, dans le cadre, de la commission d'une audition publique, je ne peux pas, malheureusement, couvrir cette phase. Par contre, je peux répondre à la demande de renseignement que vous me feriez sur ce sujet. Mais donc, on a bien ces opérations de contrôle en cours sur un certain nombre de plateformes. Alors, pour être précis sur le contentieux issu du premier contrôle Uber, en réalité, il y a eu des décisions défavorables à la fois au niveau du TAS et de la Cour d'appel, mais pas sur les mêmes motivations.
Le TAS de Paris avait remis en cause le contrôle sur la base d'un mauvais respect de la procédure de contrôle, dispositions d'ailleurs qui sont plus exactement codifiées de la même façon dans le Code de la Sécurité sociale, et sur lesquelles, depuis, la Cour de cassation nous a donné raison sur la procédure. Et c'est donc légitimement parce que cette question qui était invoquée sur le respect de la procédure était invoquée dans d'autres dossiers qu'on avait la décision qu'avait prise l'URSSAF d'Île-de-France de faire appel de la décision du TAS. La Cour d'appel elle, statué, disait que la procédure de contrôle était nulle, non pas au regard de la procédure elle-même, mais au vu, comme l'expliquait Yann Galamgar, au vu du contenu de la mise en demeure. À savoir que la mise en demeure renvoyait, précisait uniquement l'article permettant d'engager des poursuites 30 jours après l'envoi de la mise en demeure, mais ne prescrivait pas clairement au recto de cette mise en demeure que des poursuites pouvaient être engagées au bout de 30 jours. Pour le coup, comme l'indiquait Yann Galamgar, depuis la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence, et donc un certain nombre de dossiers, dont celui-ci, de contrôle dont celui-ci, ont été remis en cause, annulés sur la base de cette jurisprudence. Fort heureusement, je vous rassure, depuis, les modèles de mise en demeure ont été adaptés au vu de la jurisprudence, et cette problématique ne se pose plus pour les contrôles en cours. Enfin, c'est très insatisfaisant en fait comme situation, parce qu'on se dit quand même 10 ans plus tard, les 5 millions ne sont toujours pas récupérés. C'est quand même une somme colossale, quoi. Je ne comprends pas le manquement de nos institutions. Qu'est-ce qui dysfonctionne pour qu'on ne puisse pas opérer quelque chose? Enfin, je veux dire, on aurait un atelier qui opérerait avec des personnes non déclarées. L'atelier serait fermé. Ça ne durerait pas 10 ans avant que l'URSSAF ne recouvre ses cotisations. Donc il y a un décalage que je ne comprends pas. J'aurais d'autres questions à vous poser. C'est dans les contentieux tendant à la requalification des contrats des travailleurs des plateformes, quand il y a une requalification qui est prononcée par une juridiction, est-ce que vous êtes à l'affût de ces décisions pour que, du coup, l'URSSAF puisse venir et réclamer l'arriéré de cotisation de manière systématique même quand il n'y a pas forcément une démarche d'emblée conjointe avec l'inspection du travail, parce que j'ai bien vu, par exemple, le dossier des livres-roues ou bien le dossier des chauffeurs VTC à Lyon face à Uber. Bon, même si ça, c'était une démarche je pense que vous avez pu intervenir auprès aux côtés des chauffeurs qui étaient directement plaignants. C'était une autre démarche au niveau de Deliveroo, puisque c'était à l'initiative de l'inspection du travail. Donc, vous pouvez parfois être dans des opérations conjointes, en fait, coordonnées, avec l'inspection du travail, avec l'OLCTI, non, l'OCLTI. Oui, il y a une dyslexie en cette fin de journée qui s'installe. Maintenant, vous pouvez très bien avoir information d'autres décisions de justice. Est-ce que, dans ces cas-là, de manière systématique, vous allez réclamer l'arriéré des cotisations dans ces cas-là, est-ce que c'est pour les seuls salariés qui se sont engagés dans la démarche, au prud'homme ou en pénal, ou bien est-ce que c'est pour tous les travailleurs concernés par la décision de justice? Alors, comme vous l'avez dit déjà, dans la plupart des affaires de requalification qui ont pu être portées dans la justice et qui ont eu un écho, en fait, c'est des affaires auxquelles on participait nous-mêmes, alors soit parce qu'on était dès le départ dans le contrôle avec l'inspection du travail, soit parce que le parquet lui-même, par exemple, vous avez sollicité, ça arrive souvent au stade des enquêtes préliminaires, que le parquet nous sollicite pour réaliser le chiffrage du préjudice de cotisation. Donc souvent, on est soit parce qu'on est dès le départ dans le contrôle, soit parce que le parquet va nous solliciter dans ces affaires. Par ailleurs, oui, on a, et c'est aussi l'enjeu du suivi rapproché qu'on a aussi au niveau national sur le sujet des plateformes,
on a un rôle, je dirais, de veille vis-à-vis des contentieux sur ces sujets qui existent, pour pouvoir, lorsqu'on voit qu'il y a une décision de justice, je dirais, sur un contentieux plutôt prud'homal, c'est-à-dire entre une plateforme et des travailleurs, pouvoir du coup voir si ça peut donner matière à déclencher un contrôle. Donc on est en veille sur ces situations. Et lorsqu'on intervient, du coup, lorsqu'on déclenche un contrôle dans ce cadre, oui, dans ce cas, le contrôle va porter sur l'ensemble des situations de travail de l'entreprise concernée, pas sur seulement le seul salarié qui a fait l'objet, qui a fait un contentieux, sachant que les délais de jugement étant ce qu'ils peuvent être dans un certain nombre de cas, et les délais de prescription en matière de cotisation et de contrôle étant aussi ce qu'ils sont, bien souvent, si, par exemple, si aujourd'hui j'ai connaissance d'une décision de justice sur un contentieux entre un travailleur et une plateforme, et si on décide de déclencher un contrôle, il risque de porter sur des périodes d'activité postérieures à celle où le travailleur de plateforme, le travailleur avait travaillé dans la plateforme. Parce que, très concrètement, en 2023, si on fait un contrôle, on pourra remonter sur les années, alors je me trompe toujours de calcul, 2020, 21, 22. Oui. Voilà, 2020, 21, 22. On pourra contrôler les années 2020, 21, 22. Pas les années antérieures. Non. Si on a une procédure... Pardon. Si on a une procédure de travail dissimulé, on peut remonter jusqu'à 5 ans. Mais il faut qu'il y ait un procès-verbal de travail dissimulé qui ait été transmis au procureur de la République pour pouvoir avoir cette période de prescription plus ample. Et en tout état de cause, le fait qu'il y ait eu une décision de justice concernant un ou quelques travailleurs ne nous prive pas de refaire tout un travail de contrôle, c'est-à-dire de devoir prouver la situation de requalification sur des périodes qui n'ont rien à voir avec celles qui ont donné lieu à la première décision de justice. Encore une fois, ce qui explique aussi qu'on n'a pas forcément un nombre très élevé d'opérations de contrôle, c'est qu'il s'agit souvent d'opérations de contrôle, je l'ai dit, qui sont très longues. Parce qu'il faut recueillir beaucoup d'éléments probants en nombre suffisant. Parce que comme on voit qu'on a parfois des plateformes qui mobilisent beaucoup de travailleurs, il faut quand même qu'on ait, par exemple, des témoignages, des auditions d'un nombre assez représentatif de livreurs. Il y a des situations où on peut avoir un écart entre les règles affichées par la plateforme et les pratiques mises en œuvre par la plateforme. Et donc ça suppose là aussi de recueillir des éléments de preuve autres que les documents standards et génériques produits par la plateforme. Ça suppose de pouvoir produire, encore une fois, des témoignages, des échanges entre la plateforme et les travailleurs en question. En plus, on sait que, comme j'ai dit, un certain nombre de ces contentieux vont avoir une dimension pénale. Et donc, on va commencer d'abord par le procès pénal, puisque s'il y a à la fois un pénal, du pénal et du civil, on va commencer par l'action pénale. Dès lors qu'on va être dans du pénal, on a, je stresse ma perception, mais une exigence plus forte du juge en termes d'administration de la preuve. Et donc tout ça nous conduit effectivement à avoir des marges de contrôle sur ces dossiers qui sont très longs pour recueillir tous les éléments de preuve suffisants, parce que, encore une fois, on a un certain nombre de situations où on a, entre guillemets, perdu, en dehors du cas que vous mentionnez, pour des raisons formelles, mais il y a aussi une situation où le juge a pu ne pas suivre la requalification pour des motifs de défaut de preuve. Donc voilà, ça nous conduit forcément à être sur des procédures de contrôle qu'on va chercher à blinder, par mon expression, au maximum, mais du coup qui vont être très mobilisatrices en nombre de personnes concernées et aussi en durée. J'ai encore du mal à me représenter, à comprendre en fait la spécificité, la complémentarité en fait d'un contrôle que fait un inspecteur, une inspectrice du travail,
et ce que fait un inspecteur, une inspectrice de l'URSSAF. Je comprends la finalité autre, entre d'un côté vérifier le respect ou non, l'infraction au code du travail, et puis le recouvrement des cotisations. Mais j'ai du mal à voir la spécificité dans la nature même du contrôle des uns ou des autres, puisqu'on va être lié à la même problématique de la question en fait, de démontrer qu'il y a un lien de subordination et qu'il y a un faisceau de faits qui montrent, qui permettent de caractériser ce lien de subordination. Donc, si vous pouvez m'éclairer là-dessus. Par ailleurs, ce qui m'a frappé quand on a auditionné la Direction générale du travail, c'est qu'ils ont beaucoup insisté sur l'ampleur colossale que demande en fait une inspection du travail, ce que ça a demandé par exemple concernant Deliveroo. Je pense que sans connaître et comprendre la complémentarité de vos tâches, j'imagine qu'il doit en être de même concernant l'URSSAF. Et ce qui m'a fortement interpellée, c'est qu'il n'y a pas eu ni de consigne au niveau national de la Direction générale du travail, ni transmise par les ministères successifs depuis le développement de l'ubérisation, depuis au moins 2012-2013. Il n'y a pas eu de consigne spécifique ciblant les plateformes de type Uber, Deliveroo et autres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de contrôle sur le travail illicite, mais il n'y a pas eu de consigne là-dessus. Il y a bien sûr eu des expériences de contrôle conjointes aux différentes administrations, sans qu'il y ait pour l'instant à cette heure un dispositif national avec une augmentation de moyens et d'effectifs pour pouvoir y répondre. Et donc avec aussi tout un accompagnement, puisqu'il faut, en tous les cas, côté inspection du travail, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, avoir le recueil de tellement de témoignages avec l'assentiment des travailleurs des plateformes, tous ces éléments-là. Donc ça demande aussi un dispositif national qui ne saurait être porté par des organisations territorialisées avec un appui national. Je pense que ça doit être d'une autre ampleur. Et alors, ce qui m'a achevé, c'est que l'inspection générale du travail, la direction générale du travail m'a bien confirmé ce que je supputais, une baisse des effectifs internes à l'inspection du travail sur ces dernières années. Qu'en est-il concernant l'URSSAF et ses moyens pour intervenir? Et qu'avez-vous à répondre sur cette difficulté d'absence de dispositif national, d'impulsion nationale, à moins qu'au contraire, vous puissiez me présenter une impulsion nationale dans le domaine? Peut-être effectivement commencer par ce sujet effectivement de l'impulsion nationale sur le sujet des plateformes, enfin, du contrôle des plateformes et des ressources. Et je laisserai peut-être Emmanuel Delacheri finalement préciser notre articulation avec l'inspection du travail. Alors, peut-être commencer par, malgré tout, effectivement, un point commun entre l'inspection du travail et nous, c'est qu'effectivement, ces contrôles de plateformes, du fait du caractère massif de l'activité des plateformes, sont des contrôles qui mobilisent beaucoup d'énergie, parce que là aussi, il faut recueillir énormément d'auditions, de témoignages, pour pouvoir apprécier et éventuellement prouver la requalification en salariat. Donc ce sont des contrôles de grande ampleur dans le nombre de personnes mobilisées et dans la durée de mobilisation des personnes. Alors oui, effectivement, il y a de notre part, au niveau national, d'une part, une demande à nos URSSAF régionales de cibler les plateformes. Alors, pas seulement les plateformes, mais comme je vous dis, on cible les secteurs à risque. Les secteurs où on sait qu'il y a des risques de travail dissimulé, et les plateformes en font partie. Donc, effectivement, nous demandons à nos équipes régionales d'être présentes sur ces secteurs-là. Et alors, on ne pense pas qu'il faille forcément avoir, je dirais, une brigade nationale, parce qu'à la fin, les contrôles, ils se réalisent bien quand même sur le terrain, c'est-à-dire avec des inspecteurs qui sont dans les différents lieux où se réalise l'activité. Par contre, ce qui est très clair, c'est que nous organisons un peu le partage et la coopération entre les différentes régions sur le contrôle de ces plateformes, précisément parce qu'il s'agit de contrôles de grande ampleur. Et très clairement, j'ai mentionné tout à l'heure, nous avons un pilotage national de ces contrôles des plateformes qui vise aussi à répartir l'activité de contrôle entre les régions. Très clairement, on a identifié que telle région allait prendre en charge le contrôle de telle plateforme, telle région allait prendre en charge le contrôle d'une autre, parce que on pense que c'est nécessaire et utile de répartir
cette activité parce qu'encore une fois, il s'agit de contrôles de grande ampleur et qui vont mobiliser des équipes spécialisées. Et donc, on a nécessité de mobiliser ces ressources. Vous m'avez posé la question des ressources. Globalement, entre 2017 et 2022, les ressources en équivalent temps plein allouées à la lutte contre le travail illégal, en général, le travail dissimulé, au sein de l'URSSAF, ont augmenté, en passant de 250 à 330 équivalents temps plein. C'est un choix que nous faisons et que nous souhaitons poursuivre dans la durée, de renforcer nos ressources allouées à la lutte contre le travail dissimulé, parce qu'on a conscience qu'on doit mieux couvrir ces situations qu'on ne le fait aujourd'hui. Sur l'articulation entre travail et URSSAF. Alors, très clairement, les inspecteurs du travail et les inspecteurs du recouvrement ont une activité qui est assez complémentaire quand il s'agit de la lutte contre le travail dissimulé. D'une part, parce qu'ils ont des pouvoirs propres et proches, qui sont définis dans le Code du travail pour les deux, pour pouvoir constater et verbaliser ces infractions. Et par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, démontrer l'existence d'un lien de subordination, c'est une compétence qu'a à la fois un inspecteur du travail et un inspecteur du recouvrement. La différence, elle est sur le volet chiffrage des cotisations, parce que ça, évidemment, c'est la compétence de l'inspecteur du recouvrement, dès lors qu'il a établi les constats, ou qui s'est basé sur les constats d'un inspecteur du travail, parce que il peut tout à fait, sur la base d'un procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, s'occuper uniquement de la dimension chiffrage des cotisations. Donc, je reprends ce qu'indiquait Yann Amgar, en pratique, on a beaucoup d'opérations conjointes et beaucoup de situations dans lesquelles, dans le cadre de réquisition ou de co-saisine, les procureurs de la République font appel à la fois à des inspecteurs du travail et à des inspecteurs du recouvrement. J'ai hélas énormément de questions encore, mais comme le temps nous presse, certaines, je vous les transmettrai sans doute par écrit. Il y a néanmoins des plateformes qui, de fait, dans leurs promesses, sont déjà hors de l'URSSAF. Hors de l'URSSAF, excusez-moi si encore une fois je suis sans doute maladroite dans mes termes, mais je pense à des plateformes qui proposent des personnes en situation d'auto-entrepreneur pour travailler dans la restauration, alors que dans la restauration, il est bien dit qu'on doit être en salarié et que donc un extra ne saurait être autre qu'à minima un salarié d'une entreprise intérim. Quelles seraient les recommandations que vous feriez aux législateurs qui permettraient aussi peut-être tout simplement de faire fermer les plateformes qui sont de fait dans l'infraction, dans la mise en commun qu'elles proposent, dans une situation où elles vont provoquer l'infraction, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas si je suis en état de faire des recommandations aux législateurs, mais par contre, c'est vrai que la situation que vous décrivez, je dirais que c'est encore un modèle plus récent, effectivement, de plateforme, qui montre d'ailleurs qu'on a quand même des modèles extrêmement variables dans les plateformes, parce que il y a certaines où on a affaire à un vrai travail indépendant, parce que par exemple, les personnes qui ont une activité artisanale et vendent leurs produits en ligne, là, il n'y a pas de doute, voilà, a priori. Mais effectivement, le modèle qu'on voit émerger, c'est la situation où on a des plateformes qui vont organiser la mise en relation entre des travailleurs et des entreprises ou des structures utilisatrices. Donc, la plateforme va assurer la mise en relation, la sélection du travailleur, voire fixer sa rémunération, et même d'ailleurs assurer cette rémunération, mais ne pas s'occuper elle-même de la prestation. Donc voilà, on a une plateforme et une structure utilisatrice. Donc ça, c'est un sujet qui est plus récent et sur lequel j'avoue que nous sommes plus en interrogation, voire en difficulté, parce que la question qui se pose, c'est finalement, auprès de qui faut-il faire la requalification en salariat? Est-ce que c'est auprès de la plateforme ou est-ce que c'est auprès de l'entreprise utilisatrice? Enfin, c'est un sujet que je partage, vraiment d'interrogation pour nous sur la manière d'appréhender ces situations. Alors, situations sur lesquelles, sans encore une fois donner d'éléments concernant telle ou telle entreprise, il y a des opérations en cours, mais sur lesquelles on se heurte à ces questions
et qui pose, à mon sens, effectivement, des questions qui pourraient peut-être amener effectivement une clarification législative sur la responsabilité, parce que enfin, finalement, on est sur une situation où la plateforme fait un peu un rôle comparable à celui d'une entreprise de travail temporaire, mais sans en être une. Et donc, nous, notre difficulté, c'est effectivement vers qui se tourne tout, qui verbalise-t-on, dans ce cas, la plateforme ou l'entreprise utilisatrice. Très franchement, notre difficulté, c'est que si ces entreprises utilisatrices, potentiellement, elles sont très nombreuses, donc on va avoir un contentieux qui va être complètement atomisé, il va falloir faire un très grand nombre de contrôles. Donc pour nous, c'est extrêmement plus facilitant de pouvoir faire le contrôle sur la plateforme elle-même, mais le fait est, c'est que ce n'est pas elle qui va concrètement donner les ordres, les contrôles et les sanctions aux travailleurs. Donc est-ce qu'on pourra prouver? Donc là, effectivement, on a une zone de droit qui aujourd'hui est difficile, particulièrement difficile à contrôler. Avez-vous été sollicité? Je ne Est-ce que l'URSSAF a été sollicité, associé, concernant la prise de position de la France par rapport à la directive européenne de présomption de salariat? Deuxième chose, quand vous évaluez à 144 millions de pertes en termes de fraude partielle dans les déclarations de chiffre d'affaires des petits entrepreneurs, est-ce que vous avez évalué à quoi correspondrait la somme qui reviendrait dans les caisses de l'URSSAF s'ils étaient requalifiés en salariés? Voilà. Alors, nous n'avons pas été associés à la prise de position sur la question de la directive. Et donc, non, nous n'avons pas fait l'évaluation sur l'impact d'une requalification en salariat, parce que ça supposerait du coup de faire une analyse un peu plateforme par plateforme et de faire un contrôle pour savoir si telle ou telle plateforme doit conduire à une requalification. Donc on n'a pas fait cet exercice qui est beaucoup plus compliqué à réaliser et qui suppose clairement de faire des contrôles dans toutes les plateformes pour pouvoir se prononcer. Bon, messieurs, comme l'a indiqué la rapporteure, on aura d'autres questions à vous faire parvenir et peut-être des demandes aussi de documents. Notre commission d'enquête continue à travailler pour plusieurs mois. Mais dans l'intervalle, je vous remercie de votre disponibilité, de votre présence aujourd'hui et puis je vous souhaite une excellente soirée.